démarrer cette séance du Conseil. Merci à toutes et à tous d'être présents. Nous sommes tous là, les 14 conseillers. Je voudrais dire en préambule que, puisque des questions nous ont été posées, puisque, compte tenu du couvre-feu, les horaires ne nous autorisent pas à faire venir du public dans la salle. Donc, nous sommes ici uniquement les conseillers et les quelques personnes que je remercie vivement qui permettent de retransmettre, qui viennent pour filmer et permettent de retransmettre nos débats. Voilà. Donc, je vous donne lecture, comme d'habitude, de l'ordre du jour du conseil, du précédent conseil, qui était le 18 décembre 2020 à 20h. L'ordre du jour était le suivant. Entrée en vigueur de nouveaux tarifs et généralisation tarifaire des redevances, augmentation budgétaire, versement, avance de trésorerie, décision modificative, admission de créances en non-valeur sur budget commune et assainissement, application des tarifs ateliers et nouveaux tarifs groupe à la maison du gouverneur, décalage des échéances d'emprunt sur budget BVF, renouvellement des postes, exonération exceptionnelle à la redevance d'occupation des terrasses par les commerçants, convention avec l'établissement public foncier d'Occitanie, proposition d'achat de parcelles communales et décision d'intention d'aliéner sur immeubles soumis au droit de préemption urbain. Voilà, nous pouvons passer à la signature de présence pour la séance précédente. Merci. Voilà, nous pouvons donc démarrer la séance de ce jour. Je vous donne lecture des différents points à l'ordre du jour. Contrat de développement et revitalisation Bourg-Centre Occitanie. Indemnité à conseiller exerçant en délégation de fonction. Modification d'un poste non permanent en poste de vacataire. Adhésion à Aveyron Énergie Bois. Prise de participation à Enercoa, adhésion à Arbres et Paysages d'Aveyron, demande urgente subvention collective alimentaire Villefranchois, modification de désignation de délégués, révision des statuts du syndicat mixte des eaux du Lévézou et du Ségala et adhésion de 2 communes, approbation
d'un règlement destiné aux utilisateurs du service d'assainissement collectif des eaux usées, convention relative aux conditions de déversement des effluents, subvention relative aux frais de transport des élèves hors commune, fixation des loyers de locaux communaux, avenant au contrat de prêt bancaire suite au décalage des échéances de loyer du VVF, plan de financement pour travaux, aménagements, camping et pièges moutonniers, le fameux pass relance tourisme, lancement de travaux de l'aménagement du carrefour de la Sole, décision d'intention d'aliéner sur des immeubles soumis au droit de préemption. Ensuite, je vous ferai part d'une décision du maire. Et je dois vous demander, avant de passer à l'examen des points, de rajouter, il nous faut un vote à ce sujet, de rajouter le plan de financement au titre du DETR pour 2 programmes, la salle Omnisport et les Jeux pour enfants. Nous n'avions pu l'inscrire à l'ordre du jour car nous n'avions pas les éléments. Nous avons travaillé toute cette semaine d'arrache-pied pour les avoir et sommes en mesure aujourd'hui de vous les présenter. Et je peux vous dire d'ailleurs que j'ai rendez-vous mercredi matin à 9 h avec la sous-préfète pour déposer ces dossiers. Donc déjà, on les passera dans le cadre dans le cadre courant, dans le déroulement de l'ordre du jour. Mais je vous demande d'ores et déjà de voter qui c'est qui est d'accord pour qu'on rajoute ces 2 points à l'ordre du jour. C'est la procédure obligatoire. Il me faut votre accord pour rajouter ces points qui n'étaient pas mentionnés dans l'ordre du jour que nous avons, que je vous ai envoyé. Voilà. Donc, qui c'est qui est d'accord pour rajouter ces points à l'ordre du jour? Je vous remercie. Donc, on va passer au premier point, contrat de développement et revitalisation Bourg-Centre Occitanie. Et c'est Charles Poust qui va nous le présenter. Donc, il faut délibérer sur ce contrat qui arrive après le comité de pilotage et avant la commission permanente de la région qui validera le contrat. Donc, la région a décidé de renforcer son soutien en faveur des investissements publics locaux en agissant notamment sur l'attractivité et le développement des bourgs-centres. Donc, dans le cadre, la région a mis en place un dispositif Bourg-Centre Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, dont l'objectif vise à accompagner les bourgs-centres dans l'élaboration et la mise en œuvre pluriannuelle d'un projet global de valorisation et de développement pour agir sur les fonctions de centralité et l'attractivité des communes vis-à-vis de leur bassin de vie, dans les domaines suivants: la structuration d'une offre de services diversifiée de qualité, le développement de l'économie de l'emploi, la qualification du cadre de vie, des espaces publics et de l'habitat, la valorisation des spécificités locales, patrimoine naturel, architectural et culturel. L'ensemble s'inscrivant dans une démarche transversale de transition écologique et énergétique. Le contrat est co-signé par l'EPCI et réalisé en concertation avec le territoire. PETR, département. La commune a déposé une candidature qui a été acceptée par un projet de contrat et a été élaboré en concertation avec les partenaires co-signataires. Le programme opérationnel pluriannuel porte sur la période 2019-2021. Il s'attache à développer l'activité économique et touristique pour favoriser l'attractivité du bourg-centre et porte également sur la reconquête du centre-ville par les actions transversales en matière de mobilité, d'habitat et d'offres de services. Il se déclinera en programme annuel. Les projets prévisionnels présentés pourront être adaptés et complétés. Leur financement par les partenaires co-signataires du contrat sera proposé dans le cadre des programmations annuelles des contrats territoriaux et sera conditionné par l'existence de dispositifs appropriés chez l'un ou plusieurs des co-signataires. Dans les co-signataires, il y a Najac, La Fouillade, puisque c'est un contrat commun avec Najac et La Fouillade. Ensuite, proposition est faite à l'Assemblée de donner son accord à cette démarche et d'autoriser M. le maire à signer le contrat qui organise la mise en œuvre
du partenariat entre la région, le département, le PETR, la commune et la communauté de communes. L'État sera invité à participer au comité de pilotage. Le programme des travaux reprend les opérations envisagées. Donc, Gilbert, tu demandes à l'Assemblée de voter. D'accord, merci Charles. Mais avant, est-ce qu'il y a des questions? Sachant que nous avons travaillé depuis notre installation, là, depuis le début juillet, sur les différents points. Le programme Bourg-Centre comprend une vingtaine de fiches actions sur lesquelles nous avons non seulement débattu entre nous, mais aussi avec les habitants, même si nous allons continuer. Il y a eu le 16 juillet une randonnée citoyenne où on a commencé à réfléchir avec les habitants à savoir quels seraient les aménagements à faire dans le village. Et il y a eu au mois de novembre une restitution un peu plus générale qui s'est déroulée à la Fouillade, à laquelle beaucoup de nos gens ont participé, c'est très bien. Et donc, vous avez eu, tous les élus ont eu connaissance des différents et débats et propositions et ont participé aux propositions. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions spécifiques, j'enregistre, pardon. Question, intervention qui n'a pas de rapport direct avec la question en débat, mais je crois qu'on a oublié de désigner le secrétaire de séance. Je me désigne. Voilà. Merci. Je suis désolé d'intervenir à ce moment-là, mais je viens de penser. Le secrétaire de séance. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. Je viens d'y penser à l'instant, et avant que les débats continuent, je pense que c'est important de le rappeler. Excusez-moi. Merci. Donc, qui veut bien faire le secrétaire de séance? Virginie? Très bien, merci. Et on referme la parenthèse. Merci, Jean-Régis. Donc, je voulais rajouter que la commission permanente de la région aura lieu le 12 février. Oui, d'accord. Dans le cadre de Bourg-Centre. Dans quel jour? Voilà. D'accord, merci. Et la Comcom a voté hier soir le dispositif entre Jacques et Maxime. Voilà, ça a été adopté par la Comcom hier soir. D'accord. Donc, qui est pour ce contrat Bourg-Centre? L'adhésion à ce contrat. Je vous remercie. Passons au deuxième point. Indemnité à conseiller exerçant délégation de fonction. Donc, lors de la séance du conseil municipal du 20 juillet, nous avons voté les indemnités aux adjoints et aux conseillers ayant des délégations. Je rappelle que ces montants ne sont pas libres, bien entendu, et s'appuient sur la base d'une enveloppe globale que la loi avait d'ailleurs considérablement, ou légèrement augmenté en début d'année 2020. Nous avions décidé, le 10 juillet, de ne rien augmenter et de partir sur la même base, sur la même enveloppe que distribuait l'équipe municipale précédente, donc sur le même montant, mais nous avions décidé que nous partagions ces sommes à 6 élus, le maire et 4 adjoints plus un conseiller délégué, contre 3 personnes auparavant. Depuis, en accord avec les élus et en fonction du travail réalisé, j'ai attribué les délégations à un conseiller, Fabrice Guibal, celle de l'organisation et du suivi des marchés, et celle du lien avec les associations. L'arrêté, comme la loi me permet, est déjà signé. Je précise que Fabrice est en activité, il prend beaucoup sur son temps de travail, et je vous propose d'y accorder une indemnité. Alors pour cela, je vous propose de relever le montant de l'enveloppe globale afin que soit attribuée à Fabrice la même indemnité que celle de Charles, qui est conseiller délégué pour sa part, qui porte la délégation des travaux, soit un montant de 243,24 € mensuels bruts.
Je précise qu'en pratiquant de la sorte, même si on augmente l'enveloppe globale, nous sommes encore à 846 € mensuels, en dessous du montant maximum légal autorisé pour une commune comme la nôtre. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce que je viens de dire, ou est-ce qu'on peut passer au vote? Oui. La question, c'est par rapport aux équilibres, par rapport aux conseillers. Bon, c'est vrai que Fabrice, il a fait un travail remarquable, comme ça, c'est par rapport au marché des dimanche matin, entre autres. Bon, en même temps, on a bien placé en place, donc je pense que son travail, il va être allégé de par ce fait. Après, c'est vrai qu'il y a des conseillers qui sont adjoints, qui sont rémunérés parce qu'ils sont considérés, ils passent un peu plus de temps, donc pourquoi pas à la limite. Mais après, les autres conseillers, on a tous des fonctions, plus ou moins bénévoles quand même, puisqu'on s'est présenté au conseil municipal, on a été élu, donc c'est pour faire passer un petit peu de notre temps par rapport à la commune. Donc il faudrait que tout le monde reste peut-être à ce niveau en tant que bénévolat. Après qu'il y en ait quelques-uns, par rapport aux adjoints, ou comme Charles, qui a quand même travaillé assez conséquent, qui sont indemnisés parce qu'ils y passent beaucoup de temps. Mais après, bon, c'est rien contre Fabrice, c'est ce que je dis, qu'on soit bien d'accord. Mais après, nous, moi, je m'interroge par rapport à ça. Parce qu'on a quand même des conseillers qui font du travail et qui vont continuer à en faire. Donc voilà, c'est par rapport à ces équilibres, quoi. Non, mais moi, je suis d'accord. Après, bon, voilà, après, oui. Je suis d'accord qu'il faut garder un équilibre. Après, moi, j'estime que j'ai beaucoup de chance parce que tout ce qui est autour de cette table, vous travaillez, tous les conseillers travaillent. Et bon, c'est vrai que la loi prévoit des possibilités d'indemnité. J'entends ce que tu dis. On peut rediscuter effectivement par la suite de ces choses-là. Il n'y a aucun souci. Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, qui est favorable à cette... pardon, vas-y, Jean-Régis. Juste pour la régularité des débats, ça serait peut-être bien que Fabrice sorte, non? Je pose cette... Parce qu'il est directement concerné. Je ne sais pas. Non pas qu'il y ait... Ouais. Non, pas spécialement. Non, mais il ne participe pas au vote. Oui, seulement, d'accord. Okay. Donc, qui est pour attribuer cette indemnité? Qui est contre? 3 contre. D'accord. 3 contre. 3 contre. Et une abstention. Une abstention. On continue sur le point suivant. Modification d'un poste non permanent en poste vacataire. Et c'est Jean-Régis qui nous le présente. Voilà, c'est un poste un poste de visite, d'animateur de visite guidée à l'église lors de la saison touristique. Il ne vous a pas échappé que nous avions, sur un conseil municipal précédent, voté pour ce poste. Après vérification, Nicolas a eu confirmation que le poste que nous avions imaginé, le type de poste que nous avions imaginé, n'est pas conforme à la réglementation, puisqu'on crée un poste de plus de 6 mois et on ne peut pas créer de poste saisonnier de plus de 6 mois. Donc ce que nous vous proposons, c'est de modifier le type de poste qui est proposé pour le transformer en poste de vacataire. Pour le candidat putatif, il est évident que ça ne changera pas le montant de son indemnisation. Simplement, cette indemnisation sera calculée sur l'ensemble de ses interventions. Ça nous permet d'avoir un contrat beaucoup plus souple et ça permet surtout de sécuriser la commune par rapport à ce poste. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de créer un poste de vacataire, un emploi de vacataire à raison de 8 heures minimum les week-ends d'avril et d'octobre et de 17h30 par semaine de mai à septembre.
Voilà pour la présentation du poste. Cet agent sera rémunéré au prorata de la vacation en fin de saison touristique après service fait, si la vacation est accomplie en entier. Le prorata sera calculé en fonction du temps réellement effectué au vu des mesures sanitaires incertaines en ce début d'année civile. C'est vrai que le côté le Covid nous permet aussi d'imaginer qu'il y aura des présences un petit peu plus compliquées cette année 2021. Oui. Vous avez donné le montant par contre. D'accord. Ouais. Voilà, donc le montant après sur l'ensemble du service fait, il sera sur une base de 5 000 € bruts. Si je rappelle, la vacation est accomplie en entier. Je précise que cette somme qui est proposée, que nous vous propose d'arrêter, est tout à fait identique à celle qu'il touchait précédemment, et que, bien entendu, l'intéressé est non seulement informé, mais qu'il est d'accord pour ce changement. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Donc, est-ce qu'on peut passer au vote pour faire un remplacement ce poste de non permanent en poste de vacataire? Qui est pour? Je vous remercie. On passe au point suivant, et c'est Pierre-Jean qui nous présente l'adhésion à Aveyron Énergie Bois. Oui, alors on propose d'adhérer à cette association dans le cadre de la transition énergétique et dans l'idée d'aller vers une production plus locale et plus durable. Donc, Aveyron Énergie Bois peut nous accompagner dans la réflexion autour d'un projet de réseau de chaleur bois qu'on pourrait prévoir sur le haut de la commune, c'est-à-dire ici autour de la gendarmerie, de la maison de soins, de la poste, voire plus loin si c'est possible. Donc eux ont une expertise, ils sont habilités pour faire les études et qui soient prises en référence pour les demandes de financement. Ils les réalisent gratuitement, bien sûr, à la condition qu'on adhère. Et l'adhésion est de 200 € à l'année. Donc c'est une adhésion quand même réduite. Donc ils peuvent nous faire un pré-diagnostic pour engager des études plus approfondies. Donc moi, je pense que c'est une opportunité intéressante dans la réflexion globale qu'on a sur l'avenir de la commune. Voilà, donc je propose que la commune adhère à Aveyron Énergie Bois. Voilà. Est-ce qu'il y a un montant d'adhésion? 200 € TTC. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut passer au vote pour cette adhésion? Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne une prise de participation à Enercoa. Mais avant d'en parler, on va demander s'il y a des personnes qui sont sociétaires d'Enercoa, et on leur demandera de sortir de la salle pendant le débat et le vote. Donc je suis sociétaire, donc je vais en profiter pour prendre l'air. D'accord. Donc, Enercoa est né le 15 novembre 2019. Énergie coopérative de l'Ouest Aveyron est issue de la volonté des élus du territoire et de la rencontre de citoyens engagés. Son objet social vise à conjuguer la production locale d'énergie renouvelable et à promouvoir et organiser la réunion des consommations. L'ambition est de parvenir à l'autonomie énergétique sur le territoire à l'échéance 2050. Son fonctionnement répond aux principes de l'économie sociale et solidaire. Son capital variable
autorise les citoyens à rejoindre la société à tout moment en faisant acquisition d'une ou plusieurs parts sociales pour un montant unitaire fixé à 100 €. Son statut de coopérative conduit à ce que chaque sociétaire soit compté pour une voix. Les collectivités locales, Ouest Aveyron Communauté, les mairies appuient le projet, participation au capital, subvention, études. La région Occitanie, et c'est très intéressant, abonde de 1 € pour 1 € citoyen en tant que subvention, c'est-à-dire si vous prenez une participation à 100 €, la région, elle abonde pour 100 €. Enercoa est soutenu par l'ADEME au niveau des subventions des études, le SIEDA, qui est le syndicat départemental de l'énergie de l'Aveyron, au niveau de la participation au capital, et le PETR, qui réunit tout le territoire de l'Ouest Aveyron, au niveau des études. De nombreuses communes de l'Ouest Aveyron Communauté ont déjà pris une participation au capital, et je vous propose de faire de même aujourd'hui pour notre commune de Najac. Cette proposition, pour nous, elle a deux objectifs. D'une part, soutenir cette démarche visant à diminuer la dépendance énergétique sur le territoire par la production locale. Et d'autre part, à favoriser un outil qui va nous permettre et nous aider de mener à bien quelques-uns des projets d'installation photovoltaïque sur notre commune. Je vous propose donc de prendre 10 parts de 100 €, soit 1 000 € dans cette coopérative. Et je vous propose de désigner un représentant de la commune, puisqu'il nous faut faire les deux ce soir. Et je vous propose d'être celui-là en tant que maire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette proposition dont nous avons déjà parlé d'ailleurs? Donc, je mets aux voix. Donc, qui est d'accord? Alors, je mets les deux choses de voix. Hein, d'une part, de prendre 10 parts de 100 €, donc 1 000 € de participation à la société, et de me désigner comme représentant. Qui est pour? Je vous remercie. Et j'en profite pour inviter les Najacois qui le souhaitent à soutenir et se rapprocher d'Enercoa. C'est devenir coopérateur, c'est un bel outil. Nous tiendrons, si ce n'était pas le Covid, nous l'aurions tenu déjà, nous tiendrons une réunion publique pour présenter cette coopérative. Et j'en profite pour remercier quelques Najacoises et Najacois qui d'ailleurs sont à l'origine de cette coopérative. Ils ont fait du très bon travail, je les remercie. Voilà, donc on va passer au point suivant qui consiste à adhésion à Arbres et Paysages d'Aveyron, et c'est Alain qui nous le présente. Alors, Arbres et Paysages d'Aveyron est une association qui accompagne et conseille et qui nous fera partager son expertise, notamment pour l'aménagement des abords artistiques de la maison du gouverneur. Je rappelle les partenaires avec qui cette association travaille. Il y a le CAUE, le Conseil départemental de l'Aveyron, SIAV2A, CMB2V, LPO, Conservatoire régional du Châtaignier, la Fédération départementale des chasseurs, etc. etc. Donc l'adhésion est à 50 € à l'année. Et moi, je vous demande de voter pour l'adhésion de cette association qui peut aussi concerner les Najacois qui peuvent adhérer également pour une adhésion à 20 € de l'année. Rémi? Moi, j'ai une petite question. Donc, c'est des gens qui vont donner des avis ou des expertises sur comment ou où planter quel ou quel arbre. En ce qui concerne la maison du gouverneur, oui, ils nous donneront une expertise par rapport à ça.
sur un ensemble global, c'est pareil. Ouais. Et on n'a pas des artisans locaux qui font ça et qui ont suivi après dans ce qu'ils plantent, etc. Comme un shipper, par exemple, je sais pas si vous plantez un arbre de même. C'est deux choses différentes. Hein. Donc c'est quoi? C'est un conseil. C'est un conseil, et après, on travaille avec d'autres partenaires. D'accord. C'est l'expertise et le conseil. L'expertise, l'accompagnement. Voilà. C'est vrai que Rémi, il a raison de se poser la question. Parce que si c'était rien que par rapport à la maison de gouverneur pour savoir ce qu'il faut planter autour, on demande à Schipper ou bien à d'autres, bon, ils nous donneront la réponse. Et après, c'est vrai que si on veut avoir un impact un peu plus sur la commune par rapport à des haies ou des trucs comme ça, bon, c'est peut-être bien d'avoir l'expertise des différentes structures qui font partie de cette association. Voilà, c'est un peu ce que veut dire aussi Rémi, donc voilà, il faut tout prendre. Bon, après, c'est pas une fortune, bon, voilà, c'est pas... Non, bien sûr, c'est sur le monde de la chose. C'est normal de poser la question. C'est pas contradictoire. Tout à fait. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est pour adhérer à cette association? Je vous remercie. Le prochain point concerne la demande urgente de subvention au collectif alimentaire Villefranchois. Et c'est Natacha qui nous le présente. En fait, il s'agit de la cotisation pour l'année 2021 donc au collectif alimentaire Villefranchois, qui est partenaire de la Banque alimentaire. Donc la Banque alimentaire qui récolte des denrées alimentaires. Et le collectif alimentaire Villefranchois distribue chaque mois donc, des denrées alimentaires à des personnes dont les revenus sont inférieurs à 650 € mensuels. Et donc, certains habitants de la commune font appel à ce service, à ce que propose donc le collectif alimentaire, et donc du coup à ce titre une cotisation de 150 € nous est demandée pour cette année. On peut peut-être préciser aussi que c'est pas la première année qu'on... Oui, alors c'est pas la première année, mais cette année, donc, on va dire qu'il y a un peu plus de besoins, et notamment dû aussi aux personnes qui résident à Najac et qui utilisent ces denrées, enfin qui viennent pour la distribution des denrées mensuellement. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je peux rajouter quelque chose. Oui. Pardon. Par rapport au caractère urgent dont ils font part, c'est une association villefranchoise et à cet effet, c'est pour ça qu'ils demandent à ce que l'on puisse voter la subvention dès à présent et pas attendre le mois d'avril et le vote du budget où classiquement on vote les subventions aux associations. Voilà. Donc c'est pour permettre justement à ces Najacois de continuer à être servis. Voilà. Tout simplement. J'arrive. On est d'accord pour dire qu'il y a une subvention, pas une cotisation. Eux, ils appellent ça une cotisation, mais, okay. Et nous, ça, en fait, ça sera dans la ligne subvention à l'article 65-74, subvention aux associations. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Modification de désignation des délégués. Alors, excuse-moi, Nicolas, il me faut... Ceci. Ouais, il me faut les éléments parce que j'ai pas tous les sigles en tête. Hein. Non, c'est surtout par rapport au... Il y a l'autre côté, donc là, c'est syndicat des eaux, et ensuite, il y a le suppléant, le titulaire au syndicat des eaux, et le suppléant au syndicat. D'accord, merci. Donc, vous savez qu'au mois de décembre, notre conseiller, Philippe Gary, a posé sa démission. Et nous devons le remplacer
dans des syndicats où il participait. Et donc, Philippe était titulaire au syndicat mixte des eaux du Lévézou et du Ségala. Il était délégué titulaire. Et je vous propose qu'il soit remplacé par Fabrice Guibal. Et il était également délégué... Il était également délégué suppléant, délégué suppléant, pardon, au SMBV2A. C'est quoi? C'est le syndicat mixte du bassin versant Aveyron-Amont, qui s'occupe des rivières environnantes à notre village de Najac. Donc... et ça. Et le troisième, c'est ça. C'est pas un syndicat. Et ensuite, excusez-moi, il était correspondant à la sécurité routière. Et en tant que correspondant à la sécurité routière, je propose que ce soit Charles Poux qui prenne sa place. Voilà, donc je vous propose de voter sur ces 3 modifications. J'ai pas juste SMV2A. Il n'y a pas eu de proposition. SMBV2A. Oui, il n'y a pas eu de proposition. Qui sera suppléant? Pour le SMBV2A, je propose que ce soit Fabrice aussi, également. Voilà. Donc, je répète, pour le syndicat mixte des eaux Lévézou-Ségala et pour le SMBV2A, donc je propose que ce soit Fabrice Guibal à chaque instance. Et ensuite, pour le correspondant sécurité routière, je propose que ce soit Charles Poux. Est-ce que vous avez des questions? Donc, est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est pour? Je vous remercie. Ensuite, révision des statuts du syndicat mixte des eaux du Lévézou et Ségala et de 2 communes. En fait, très honnêtement, il faut le passer parce que c'est nécessaire et c'est statutaire. Mais le syndicat mixte des eaux du Lévézou et du Ségala, dans son assemblée générale du mois de décembre, a révisé ces statuts avec quelques modifications mineures. Ils les ont approuvés et ils ont approuvé également l'adhésion de 2 communes. Vous savez que si le syndicat des eaux donc, va au-delà de la commune du département de l'Aveyron. Et donc il y a une commune du Tard qui s'appelle Russeyrolles. Et il y a la commune de Durenc dans l'Aveyron qui a adhéré à ce syndicat. Et nous, en fait, nous n'avons juste qu'à acter aujourd'hui ces décisions-là. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus d'ailleurs sur le détail de ces opérations, mais nous avons à acter, puisque nous sommes membres de ces structures, et qui nous distribue de la bonne eau potable. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est pour l'approbation de ces décisions, donc? Voilà. Ben, je vous remercie. Le prochain point concerne l'approbation d'un règlement destiné aux utilisateurs de services d'assainissement collectif des eaux usées. Et c'est Charles Poux qui nous le propose, qui présente, pardon. Bon, tout le monde l'a reçu. Oui. Ça a été envoyé 2 fois. Donc, bon, en arrivant, dès que je me suis intéressé à l'assainissement, ben, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de règlement du tout. Or, c'est une obligation par l'article L 2224-12 du CGCT, du Code général des collectivités territoriales. Voilà, donc ben, j'ai travaillé un règlement avec Madame Richard de Aveyron Ingénierie et qu'on vous soumet à l'approbation et qui prendra normalement, qui va prendre une fois que c'est délibéré, mais
on pourra l'appliquer. Alors ce règlement, c'est un règlement de service qui définit en fonction des conditions locales les prestations et obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. Donc ça c'est pour le règlement. On verra après les conventions de branchement aussi qui n'existent pas et qui sont obligatoires. Mais ça c'est la page d'après. Là pour l'instant, je vous demande de délibérer sur le règlement. D'accord. Je ne doute pas que vous l'avez tous lu, épluché. Et est-ce qu'il y a des questions sur son contenu ou sur le fond? Donc, je mets au vote l'approbation de ce règlement d'assainissement collectif. Qui est pour? Je vous remercie. Toujours sur l'assainissement collectif, Charles va nous parler de la convention relative aux conditions de déversement des effluents. Voilà, pour les établissements. Donc ça concerne la restauration, les hôtels, tout ce qui sont des établissements, je dirais, où il y a des chambres, de la transformation. Voilà. Donc c'est une convention aussi, pareil, qui doit être signée avec l'établissement et qui comprend toutes les règles pour cet établissement, qui doit accepter en particulier le bac de dégraissage. Ça c'est quand même un gros morceau que beaucoup d'établissements malheureusement n'ont pas, étant donné que bon, ils se sont installés dans d'anciennes maisons ou d'anciennes... Et là il va falloir y passer parce que quand on fait une visite de la station d'épuration, on s'aperçoit qu'il y a énormément de graisse, c'est même honteux. Voilà, donc on vous demande de délibérer là-dessus sur les conventions, à passer avec les restaurateurs, toutes les entreprises qui déjettent des effluents qui ne sont pas ordinaires, je dirais. Mathieu? Moi j'ai juste une question, même si en effet il y a un objectif légal en fait là-dedans, on le comprend, c'est que bon, aujourd'hui on fait les restaurateurs particulièrement et les hôtels subissent la Covid, que c'est très très compliqué et je pense que c'est bien d'en parler, mais attention à ne pas le faire trop tôt quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de faire un planning pas trop serré. Parce que ça fait un moment que c'est comme ça, en effet, oui. Mais il ne faut pas leur mettre trop la pression, quoi. Mais comme je dis toujours, un règlement, ça permet d'être juste et tolérable. Ce n'est pas parce qu'on a un règlement, justement, on connaît les problèmes des restaurateurs, ce n'est pas demain qu'on va leur dire on met le bac à graisse. On leur laisse quand même du temps, mais on ne laissera pas l'éternité, hein. C'est sûr. Donc on va dire c'est en concertation avec l'établissement. Voilà, c'est en concertation avec l'établissement. C'est important de le préciser parce que... Mais bon, à un moment, il y aura une limite. Hein. Okay. Il n'est pas question de mettre le couteau sous la gorge, surtout en ce moment où avec le Covid, quoi. Les gars, ils ont du mal à travailler. On peut leur faire faire des dépenses. Mais c'est vrai que ça aurait dû être fait. Voilà. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, je vous demande de délibérer sur ces conventions relatives aux conditions de déversement des effluents des établissements. D'accord. Donc, qui est pour l'établissement de cette convention? Je vous remercie. Le prochain point concerne la subvention relative aux frais de transport des élèves hors commune. Et c'est Laurence qui va nous le présenter. Donc ça concerne effectivement le transport scolaire des enfants. C'est un sujet qui nous occupe depuis le mois de juillet, depuis qu'on est installé en fait. Et il y a eu plusieurs étapes. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que depuis, dans le cadre de la loi Notré, de refonte de l'organisation territoriale, c'est les régions qui sont devenues compétentes en matière de transport scolaire et non plus les départements. Donc c'est effectif depuis 2017
et ça a nécessité donc la refonte des règlements, puisqu'il existait autant de règlements que de départements, voire parfois plusieurs par département. Donc la région se voit obligée de chaque année modifier la multitude de règlements pour aboutir peu à peu à un seul et unique règlement. Donc tout ça pour vous dire qu'au niveau des transports scolaires, les choses bougent, mais qu'en tout cas, on est passé de l'échelon départemental à l'échelon régional. Pour ce qui concerne le règlement de l'Aveyron, comme tous les départements en fait, puisque c'est une question aussi de logique qui suit celle de l'éducation nationale, pour être reconnu comme ayant droit départemental au transport scolaire, l'élève doit fréquenter l'école qui est située sur la commune du domicile parental, ou à défaut, l'école qui se situe, qui est la plus proche du domicile pour les classes préélémentaires et primaires. Donc se pose pour nous ici la question des enfants qui sont scolarisés à Najac, pour certains depuis plusieurs années, et dont le domicile est situé dans le Tarn-et-Garonne, et qui sont donc, d'après le règlement, pas reconnus comme ayant droit, qui n'ont pas droit au transport scolaire. La municipalité a engagé des démarches donc, depuis le mois de juillet pour essayer de trouver une solution à ce problème. Suite à de nombreux contacts, démarches auprès d'élus, auprès des administrations, au niveau départemental et au niveau régional, à la rentrée, les enfants concernés ont été reconnus à titre exceptionnel pour 1 an comme ayant droit départemental. Donc, ils devraient bénéficier d'une solution pour cette année. Le problème est que le service qui a été mis en place, le service de ramassage qui a été mis en place pour eux, est un bus qui passe très tôt le matin et qui revient très tard le soir avec une amplitude qui est raisonnablement pas acceptable pour des enfants en bas âge. Donc les familles n'ont pas accepté de prendre, ce qui peut se comprendre par ailleurs. Suite à ça, les familles ont donc choisi d'assurer elles-mêmes le transport de leurs enfants. Mais on a quand même continué à essayer de trouver une solution durable avec la région et donc de remettre en service un arrêt, puisqu'il y a un bus en fait qui relie Parisot à La Fouillade, qui passe par Najac et qui pourrait s'arrêter à l'arrêt dit des 4 routes de Mazerolles, qui a été autrefois utilisé. Donc on en est à essayer d'avoir un arrêt qui serait sur cet endroit pour que les familles puissent bénéficier de ce service-là. Cette demande, donc avec toutes les étapes qu'il y a eu, date de début novembre, une réunion qu'on a eue avec tous les services qui sont concernés par la question. Depuis, ça dure et on n'a toujours pas de réponse par rapport à ni oui ni non, c'est-à-dire qu'il a dû y avoir une autre visite de terrain, sur site, etc. Donc la réponse se fait attendre. En attendant, les familles assurent elles-mêmes le transport de leurs enfants. Face à ça, donc, la municipalité est désolée qu'une solution ne soit pas trouvée. Encore une fois, c'est à la région de le faire et on fait tout ce qui est possible pour essayer de faire en sorte que la région prenne ses responsabilités. En attendant, sachant que, comme on l'a délibéré il y a quelque temps, vous savez que même si c'est la région qui assure les transports, une contribution financière est demandée de la part des communes pour les enfants domiciliés dans la commune. Donc on avait délibéré là-dessus pour accorder pour que la commune contribue au financement du transport pour tous les élèves domiciliés sur la commune et scolarisés en collège et lycée ou que ce soit, et pour ce qui est du primaire, pour les enfants qui sont scolarisés à l'école de Najac. Et donc cette contribution qui est demandée par la région à la commune s'élève à 382 € par an pour les élèves demi-pensionnaires. 191 € pour les internes. Donc, dans l'attente d'une solution durable, on espère toujours, qui devrait être mise en place par la région, on propose d'accorder une subvention exceptionnelle de la part de la commune aux familles domiciliées dans les communes voisines du Tarn-et-Garonne
dont les enfants sont en cours de scolarité à l'école de Najac et qui auraient dû bénéficier d'un transport organisé par la région depuis la rentrée 2020. Donc, on propose d'accorder une subvention d'un montant donc, maximal de 382 € pour cette année, sachant que, comme nous en sommes à la moitié de l'année scolaire, et que la solution de l'arrêt des 4 routes est toujours à l'étude au niveau de la région, nous proposons d'acter, de verser la moitié de la somme rapidement, c'est-à-dire 191 € par enfant scolarisé, et que le reste de la subvention serait versé en fin d'année scolaire si, malgré nos démarches et nos demandes répétées, la région n'avait toujours pas mis en place l'arrêt des 4 routes ou une autre solution qui serait acceptable. Donc cette décision, elle correspond à notre volonté de soutenir l'école de Najac. Elle complète d'autres mesures qui vont dans ce sens, du soutien à l'école. Et cette solution, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pour rappeler notre soutien à l'école. Et ça ne va pas nous empêcher de continuer à essayer de trouver une solution, sachant qu'on encourage aussi les familles à poursuivre les démarches elles-mêmes auprès de la région, puisque, encore une fois, c'est la région qui est compétente en matière de transport scolaire. Voilà. Merci Laurence pour cette présentation détaillée. Est-ce que quelqu'un a des questions sur... Au niveau du délai pour la région, on a un retour ou pas du tout? Écoute, là, la dame en question n'a pas répondu à mes appels derniers, ni aux 2 derniers mails. Et voilà, c'est l'interlocutrice qu'on a, c'est la vice-présidente du service des transports, enfin pas des transports scolaires, mais vraiment du service mobilité proximité, ça s'appelle. Voilà, donc je pense, enfin elle m'avait dit que la visite devait avoir lieu en décembre ou janvier, je l'ai relancée en janvier, elle m'a dit il doit venir cette semaine, donc la visite a dû avoir lieu. Qu'en est-il de la décision? Pour l'instant, on n'en sait rien. Ok, ça va question. Et deuxième question, donc ce choix de leur verser une première partie, ça a été fait en concertation avec les parents des enfants concernés? C'est en prenant en compte le fait que, pour l'instant, enfin, si la solution est mise en place dès demain, les familles pourront bénéficier de ce service-là. La totalité. Voilà. Sachant que les familles devraient aussi pouvoir bénéficier d'une subvention de la part de leur commune d'origine, puisqu'elles sont originaires de communes où il n'y a pas d'école. Et donc, c'est normalement à la commune, en tout cas d'origine, de domicile de ces familles, doit de toute façon aussi verser normalement une contribution, quelle que soit l'école fréquentée. Est-ce qu'on peut les inviter à se tourner vers leur commune? C'est déjà fait, on a déjà rencontré aussi le maire des autres communes, etc. Ils sont prêts à donner une Oui, bien sûr. Donc il y aura aussi cette aide-là de toute façon pour les familles. Oui. Et sachant que nous, en tant que commune de Najac, c'est sûr qu'on a la volonté de faire en sorte que ces enfants puissent rester. Mais on n'a pas la compétence, nous, d'organiser le transport. Donc c'est ce qui nous semblait juste, qui est possible et qui nous semblait le plus juste, voilà, dans la mesure de ce qu'on est autorisé à faire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au vote sur la proposition qu'a présentée Laurence? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le prochain sujet concerne le prochain point, à l'ordre du jour, présenté aussi par Laurence, concerne la fixation des loyers des locaux communaux. Alors, des locaux communaux, oui, c'est qu'il y a beaucoup de salles et que jusqu'à présent, il y avait plusieurs documents qui précisaient un petit peu l'utilisation de ces salles et les tarifs. Donc en fait,
on a mis à jour un petit peu les tarifs et on a tout regroupé aussi pour que ce soit plus lisible, plus clair pour tout le monde. Donc il y a donc c'est ça d'une part, et d'autre part c'était aussi préciser notamment l'utilisation, les conditions d'utilisation par les associations, puisque tel que c'était rédigé jusqu'alors, on n'était pas sûr de l'interprétation. Donc on distingue en fait les associations communales et partenaires de la commune, les associations hors commune, les particuliers de la commune et les particuliers hors commune. Donc il y a différents tarifs et différentes possibilités d'utilisation. En tout cas, pour les associations communales, on a rajouté qu'elles peuvent demander de toute façon la mise à disposition d'une salle dans le cadre de leurs activités régulières de fonctionnement de l'association. Donc d'une salle à titre gratuit pour ces activités-là, ou pour une activité régulière de loisirs qui serait proposée au public sans but lucratif. Voilà. Donc la commune fera son possible pour prendre en compte ces demandes et les satisfaire en fonction des disponibilités dans la mesure du possible. Après, voilà, au niveau du reste, il n'y a pas grand-chose qui change. On a enlevé, par exemple, il y avait un forfait chauffage pour cette salle, sachant que maintenant, il y a un chauffage qui fait aussi climatisation. Donc, en fait, on a intégré au montant de location de la salle des fêtes un forfait qui, du coup, fait pour le chauffage ou la climatisation. Enfin, donc, voilà, les tarifs ont été quelque peu modifiés, mais sans grande révolution. Et donc, voilà, je vous propose de voter ces nouveaux tarifs et les conditions de location qui ont été reprécisées dans le document. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques. Je reviens à la question tant qu'on est sur tout ce qui est loyer là. Je vais intervenir par rapport à la maison de soins. Bon, c'est là où il y a l'ostéopathe, des kinés, et il y a un bon bâtiment, on leur avait promis afin de mettre un support, ce qu'ils puissent mettre leurs plaques, ce qui leur est demandé officiellement et qui doivent faire. Le problème, c'est que ça n'a pas été fait, ou c'était fait dernièrement, mais on leur a juste mis une petite plaque de contreplaqué, où il y a 6 plaques à mettre en fait, donc ils ne peuvent pas être collés sur du bois, parce que c'est un système de ruban adhésif, le bois qui ne va pas durer longtemps, tout ça, et je trouve que c'est dommage parce que les maisons de soins, dans des villages comme en Ajax, c'est quand même important, il me semble, et donc je trouve ça un petit peu ridicule. Donc je ne sais pas qui c'est qui l'a mis en place, est-ce que c'est juste provisoire, est-ce qu'il va y avoir autre chose ou... Je vais te répondre. Mais pardon, je vous propose d'avoir ce débat, on continue sur l'ordre du jour, vous aurez ce débat après avec les services techniques là. Non, mais après, c'est moi, je souhaite avoir une réponse, donc soit c'est maintenant ou c'est après, mais voilà. Tu vas le voir avec Charles, il n'y a pas de problème. Non, mais la réponse, je ne vais pas la voir là maintenant. C'est pas dans le cadre de la location de salles municipales. Oui, bien, alors je repose la question après. Alors. On peut pas discuter maintenant, mais non, on va continuer sur l'ordre du jour. Ok, là. Donc, mais je propose la question après alors. Je reposerai la question après, c'est pas grave. Tu poseras la question après si tu veux. Donc, qui est pour les locations de salles, les propositions faites par Laurence? Je vous remercie. Donc, le prochain point à l'ordre du jour, présenté par Suzanne, c'est l'avenant au contrat de prêt bancaire suite au décalage des échéances de loyer du VBF. J'ai pas les documents, on ne l'avait pas à la pré-réunion, vous l'avez pas dit. Alors, je sais pas, c'était quoi? Ah oui, d'accord. Donc, excusez-moi, en fait, je peux le présenter si tu veux. Et je peux le présenter si tu veux. Oui, non, mais si tu veux, oui, si tu veux. Non, mais c'est simplement parce que on n'en avait pas parlé à la pré-réunion, donc je ne sais pas. Non, mais si c'est uniquement pour, à la demande de l'UVF, hein, c'est donc pour prolonger
pour différer le prêt. Donc il fallait simplement vous dire quoi, que le restant dû est de 1 540 6,60 €. Et donc les conditions de calcul des frais et indemnités sont, elles, en vigueur en date du 12 janvier 2021 et sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la date de mise en place du réaménagement. Le montant mentionné dans le présent avenant est indicatif et l'emprunteur accepte le montant réel calculé au jour de la mise en place effective du réaménagement. La durée résiduelle est allongée à 177 mois à compter de la première échéance, réaménagée à la demande de l'emprunteur. Taux d'intérêt annuel fixé à 1,79%. Alors, donc après, le coût total du crédit sera de 228 191,07 € et le taux effectif global sera de 1,8% par an. Et le taux effectif global en fonction de la période trimestrielle à 0,45%. C'est ce que je... D'accord. Merci Suzanne. Le principe, c'est comme on en avait parlé précédemment, à la demande du VBF, nous avons négocié avec les banques, et là nous avons uniquement la réponse du Crédit Agricole, puisque nous avons eu l'accord du Crédit Mutuel aussi pour faire, j'allais dire, une année blanche, mais nous n'avons pas les documents, à la fois l'avenant, ni le plan le tableau d'amortissement concernant le Crédit Mutuel. Donc aujourd'hui, nous avons la demande la proposition du Crédit Agricole que nous passons. Donc le Crédit Agricole a accédé à notre demande de faire une année blanche. Donc on a rallongé d'un an, la durée du prêt, sachant que nous avons déjà bloqué l'échéance puisque ce sont des échéances trimestrielles, nous avons déjà bloqué la première échéance du 31 décembre 2020 et les 3 premières échéances, et seront bloquées les 3 premières échéances de 2021, les 3 premiers trimestres. Et donc le délai du crédit est reporté d'autant de 2033 à 2034. Voilà. Donc il s'agit de donner notre accord sur ce report et sur cet avenant, sur ce report d'échéance et sur cet avenant. Est-ce que vous avez des questions? Excusez-moi sur la présentation. Jean-Régis. Une question qui s'adresse plus particulièrement à Nicolas. Quel est le coût, le surcoût que représente ce décalage de prêt? Je vais chercher. Décidément, on n'est pas... Alors, pardon, ouais. À ma connaissance, il est d'un peu plus de 2 000 €, hein, c'est ça? 2 240 €. La dernière échéance, c'est la dernière échéance. Mais il le sait mieux que moi. Il a la réponse. Il pose une question dont il a la réponse. C'est ça, de 2223 et 15 € et 15 centimes. Je ne suis pas certain de la réponse et si c'est le cas, je me permets de regretter l'attitude du Crédit Agricole. Voilà. C'est sûr. D'accord. Qui aurait pu faire un geste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, qui est pour adopter, enfin, donner son accord pour cet avenant et le nouveau tableau d'amortissement? Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon. Tout le monde est pour. C'est très bien, je vous remercie. Le prochain point,
concerne le plan de financement pour travaux d'aménagement camping pêche moutonnier. En fait, le pass relance tourisme, et nous allons discuter après également à joindre ce que vous m'avez autorisé à rajouter, à savoir les plans de financement pour le DETR, le salon du sport et les jeux pour enfants. Donc, Suzanne. Oui, alors pour reprendre un peu, bon, mais c'est vrai que le village de vacances, il a ouvert en 1976, le village des Hauts-de-Najac. Il a ouvert en 1976 et cela fait maintenant 45 ans donc qu'il est en fonctionnement. Et certaines toitures eh ben, sont un petit peu à refaire. Et il y a aussi le transformateur qui est en bout de course. Donc ces travaux de rénovation, enfin dans les travaux qui sont en cours de rénovation, eh bien, ces travaux n'ont pas été pris en compte. Et bon, c'est quand même des travaux urgents. Et de plus, dans le bail signé en 2015 par la précédente municipalité, eh bien, le propriétaire, donc la commune, en charge des grosses réparations. Donc, devant ces travaux urgents, on a essayé de voir comment on pouvait financer ces travaux et on a pensé à un dispositif prévu par la région qui s'appelle le Pass Relance pour le TSS, donc le tourisme social et solidaire. Et donc, ce dispositif, c'est un dispositif qui est intéressant parce que c'est assez rapide, on peut fournir à la région, c'est pas un gros dossier, on envoie les devis, bien sûr c'est limité à 120 000 €, mais la réponse sur les aides est très rapide. Donc, si vous voulez, je vous propose un plan de financement qu'on a prévu pour les Hauts-de-Najac. Alors, les travaux d'étanchéité des toitures, ce serait pour une somme de 26 249 € plus 28 467 €. Donc, il y a plusieurs toitures à réparer. Et ensuite, il y a le changement du transformateur qui, lui, coûterait 48 077 €. Donc, le total ferait 102 793 023 €. Alors, pour le plan de financement, donc, on pourrait aller donc, chercher des subventions par rapport à ce plan de relance. 50%, donc, la région financerait sur ce total. Ça ferait 51 396,61 € Et le département donc, pourrait aussi nous apporter une aide. C'est donc dans le cadre d'un équipement touristique. Et le département, ce sera à hauteur de 30%. Donc cela ferait 30 837,96 €. Et donc le total des subventions, on serait à 80%. Donc il resterait bien sûr à la charge de la commune les 20% restants, ce qui s'élèverait à 20 558,66 €. Donc là, voilà, on n'arrive pas aux 120 000 prévus, mais là, on a gardé les travaux les plus urgents. Voilà, étant donné que c'est quand même à la charge du propriétaire et qu'on ne peut pas laisser le village sans ses travaux. Alors ça, c'est pour on votera le tout après. On va les voter au fur et à mesure. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur celui-ci? S'il y en a qui veulent voir les devis avec le détail, je vous aurai à disposition. L'objectif, c'est de profiter du pass de relance établi par la région pour essayer d'avoir un maximum de subventions, bien entendu,
Et il était temps de les passer aujourd'hui parce que le dépôt, c'est au 15 février, je crois. Il faut le faire avant le 12 février parce que Avant ce le dispositif, comme vous le savez, il y aura des nouvelles élections à la région et ce dispositif va peut-être s'arrêter. Donc, il faut essayer d'en profiter. Est-ce qu'on peut passer... Si on est devant le fait accompli aussi pour ces travaux qu'on n'avait pas forcément prévus. Tout à fait. Mais... Voilà. Pardon ? Sur 120 000, on arrive quand même à bien être subventionné. Donc oui, à 80%, c'est quand même pas mal. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au vote pour, sur ce plan de financement, donc, qui est pour? Je vous remercie. Le prochain concerne... C'est le camping. C'est toi qui le présente? Oui, comme tu veux. Oui. Vas-y. Oui, voilà. Alors, on a aussi la même chose pour le camping, puisqu'on a le droit... en fait, on n'a jamais déposé à la région des passes relance et on avait droit à 3 sur 5 ans. Mais bon, du coup, on va essayer d'en faire passer 2 et on ne pouvait pas sur le même, étant donné que ce n'est pas le même établissement, on ne pouvait pas en faire que. Donc, on en propose aussi un deuxième pour le camping, parce que là aussi, il y a des travaux urgents, parce que le camping aussi, ce n'est pas récent. Et que des travaux deviennent urgents. Donc, pour le camping, alors c'est la même chose. C'est des travaux, donc il y a un changement de chaudière au bâtiment sanitaire pour une somme de 12 035,45 €. Il y a aussi des problèmes sur les bardages de bois des chalets du Pontet. Et là, il y en a pour une somme de 33 801,46 €. Il y a aussi, et on l'a mis, il y a l'option isolation pour ces chalets en refaisant le bardage. Et ça s'élève à 11 196,93 €. Il y a aussi des rideaux à la salle du restaurant. C'est des rideaux isolants et donc c'est un petit peu cher, mais c'est 2 136,99 €. Et après, il y a des travaux sur le plafond du restaurant. Alors là, malgré tous les efforts de Charles, on n'a pas pu, pour ce soir, avoir le devis. Donc, on a fait une estimation qui est certainement élevée. Mais il vaut mieux pour le moment la mettre un peu plus élevée et puis peut-être que ce sera un peu moins, mais de toute façon, on a mis 40 000 €. Donc pour le total serait de 99 170 € et toujours pareil, financé à 50% par la région, donc 49 585 €, et par le département, là aussi on a droit à 30%. Donc ce serait 29 751 € pour le département. Donc reste à charge 20% pour la commune. Et donc ce serait d'un montant de 19 834 €. Avec l'option isolation? Avec l'option isolation. Voilà. Et voilà, ça, à mon avis, ce sera peut-être un peu moins, puisque on aura lundi, voilà. Et donc lundi, parce que ça nous laissera le temps de l'envoyer à la région, et là aussi, effectivement, c'est urgent si on va en bénéficier. Sinon après, voilà. Et pareil, si vous voulez regarder les devis, je les ai avec moi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? La régie? Oui, Suzanne, tu parles de possibilité de subventionnement de l'ordre de 80%, oui. Ce qui est le maximum autorisé. Oui. Mais est-ce que, parce que lors de notre réunion de la commission finances, on était encore interrogatif, entre autres, sur le financement du département, puisqu'il y avait eu des hésitations sur le fait de demander ou non à la communauté de communes. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a des nouvelles informations à ce propos? Oui, parce qu'on a vu, avec le département, il y a un dispositif qui nous permet d'avoir 30%.
Et Marion, donc ça n'est assuré. Au niveau de la communauté de communes, ce n'est pas possible pour le moment, en tous les cas, puisqu'on est en train d'avoir un projet de territoire et toutes les subventions sont pour le moment bloquées. Comme c'est urgent, on n'aura pas de réponse à la Comcom tout de suite. Après, voilà. Donc, la communauté de communes, avec ce projet de territoire, va interroger toutes les communes pour voir les projets. Et après, c'est là qu'on pourra savoir si certains projets pourront être subventionnés ou pas. Mais pour le moment, on ne pourra pas. Mais avec le dispositif équipement touristique structurant, on a droit à 30% avec le département. Et 80%, je pense que... Enfin, si on peut avoir plus, si on peut trouver, mais... Et là, par contre, il faut le faire rapidement aussi parce que les élections départementales sont bientôt. Donc ce sont 2 subventions quasiment acquises au dépôt du dossier. Oui, parce que le département, on pourrait aller jusqu'à 300 000 €. Mais donc, on a mis loin. Normalement, bon, voilà, après... Mais je pense que le plan de financement, bon, à part que la somme du plafond du restaurant qu'on n'a pas, mais c'est correct et rapide. Parce qu'il faudrait faire ces travaux avant la saison 2021, avant avril-mai. Facile. Moi, avant de passer au vote, je voudrais souligner une chose, c'est combien il est difficile de faire un plan de financement sur des subventions hypothétiques. Et donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est un vote pour présenter un plan de financement pour déposer les demandes de subvention. Et il est bien entendu, surtout au regard des montants dont nous parlons là, que nous reviendrons et nous en rediscuterons par rapport à la pertinence, au choix, etc. Et si sur certains... j'allais dire, sur chacun des points, on attend de nouveaux devis, et c'est bien entendu que s'il y a des devis plus intéressants, nous prendrons bien entendu le moins cher, puisque tous les chiffres que nous présentons, c'est des chiffres hors taxe, donc il faut ajouter la TVA que nous pourrons récupérer dans certains cas, mais voilà, je voulais amener ces précisions. Oui, et puis préciser aussi que si on dépose ce dossier à la région et si on met une somme moins importante, la région s'arrêtera, enfin, et si après ça nous coûte plus cher, la région ne considérera pas le plus. Elle s'arrêtera au devis qu'on a envoyé. Et oui, c'est-à-dire que si on dépose que 80 000, si ça nous coûte 100 000, eux, ils rembourseront les 50% sur 80 000, et pas sur 100 000. Donc il vaut mieux, à la limite, plus et faire moins. On est sûr d'avoir les 50%. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on peut passer au vote. Qui est pour le plan de financement tel que présenté par Suzanne? Et je vous remercie. Concernant les jeux pour enfants, c'est Laurence qui nous le présente. Donc c'est la même problématique, c'est-à-dire qu'on est bien sur un plan de financement, hein, on n'en est pas à choisir ce qui va être effectivement installé. Et comme viennent de le dire Suzanne et Gilbert aussi, on est sur des projections à partir d'estimations et de devis qu'on a. Et il faut les faire maintenant pour qu'on puisse faire les demandes, déposer les demandes de subvention, sachant qu'il vaut mieux effectivement être au-dessus, comme tu le disais, hein, Suzanne, quitte à ensuite dépenser moins. Et le montant qui sera finalement pris en compte, c'est les dépenses réelles. Si on dépense moins, ce sera du coup 25% de ce qu'on a dépensé. Si on a demandé, si on a une subvention avec 25%. Effectivement, si on dépense plus, par contre, ce sera uniquement le plafond, basé sur le plafond qui aura été accordé. Donc c'est pour ça qu'on a pris les estimations les plus hautes pour faire les demandes de financement. Donc à propos des jeux, donc c'est un projet d'installer des jeux dans le bourg.
pour améliorer la qualité de vie, le cadre de vie, mettre un peu plus de vie justement dans le village. Et donc c'est pour une aire de jeu qui serait installée place du Faubourg sur l'esplanade du côté du kiosque. Et donc on propose ici le plan de financement suivant au niveau des dépenses. Donc encore une fois c'est du hors taxe et c'est un montant qui serait maximal. On aurait les 3 postes de dépenses. Le premier c'est vraiment les jeux en eux-mêmes avec le transport et l'installation et la certification, enfin jusqu'au bout, le panneau, etc. pour être en conformité avec les normes, qui serait à 40 000 €, c'est le devis le plus élevé qu'on a. Il faut considérer ensuite le deuxième poste, c'est tout le travail de la préparation du terrain et de la finition, donc tout le terrassement et jusqu'au stade de la finition du revêtement. Donc on serait à 10 000 €. Et enfin, il y a aussi une obligation de mettre une grille tout autour sur le même modèle que celle qui est installée déjà sur la place du Faubourg et des portillons et on serait à 10 000 €. Sachant qu'il y a des normes de sécurité à respecter et il y a aussi une validation par l'ABF qui sera nécessaire. Donc au niveau des dépenses, on est donc à 60 000 €. Et donc au niveau des subventions qu'on pourrait demander, là pareil, on n'a pas considéré la communauté de communes ne sachant pas ce qui sera éligible ou pas, puisque ça n'a pas été encore décidé à ce niveau-là. Donc on a retenu au niveau des subventions de l'État, dans le cadre de la DETR, on proposerait une prise en charge à hauteur de 20%, sachant qu'on a droit d'aller jusqu'à 25%. On demanderait 20%. Donc 12 000 €. Au niveau du département, on pourrait aller jusqu'à 30%, on demanderait 25%, ce qui ferait 15 000 €, parce qu'on aurait surtout 35% qui pourraient être pris en charge dans le cadre du dispositif régional de Grand Site Occitanie. Donc on arrive bien en tout, du coup, avec les 35, 25 plus 20, on arrive bien au total maximal de 80% pris en charge. Donc voilà comment se découpe ce plan de financement qui servira donc à faire les demandes de subventions. Si vous avez des questions. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'aurais une question à la limite. Par rapport à ce projet de jeu, est-ce que le financement est possible que sur un seul site ou bien est-ce qu'il peut être envisagé plusieurs sites? Là, c'est vrai que c'est le montant maximal, comme on l'a expliqué, pour les raisons qu'on a expliquées. Selon les règles du département, de la région, etc., il faut voir si finalement on dépense moins, est-ce qu'on pourrait ajouter des choses, donc selon comment on présente les choses et ce qui rentre dans leurs règles à eux, on pourrait essayer de l'envisager si jamais pour ce site-là, on n'atteint pas ce montant-là. Mais après, c'est des règles qui sont propres à chaque institution, quoi. Oui, parce que comme en fait, on ne connaît pas trop le montant, enfin, la commission de jeu ne s'est pas encore réunie, donc il n'y a pas eu le choix de fait. Bon, j'imagine que là, c'est sur l'hypothèse maximale. Si jamais demain la commission décide de partir sur un titre de jeu qui est moins important en termes de coût, il y aurait peut-être la possibilité de faire un deuxième site peut-être moins coûteux, et qui puisse permettre aussi à des jeunes de s'amuser. Voilà. Donc ça peut être 2 points, mais qui seraient subventionnés dans une seule enveloppe. Oui. Mais ça dépend des règles précises de chaque dispositif. Ouais. Ou pour certains, c'est vraiment voilà, le projet doit vraiment coller au maximum à ce qui est ce qui est déposé au moment où c'est déposé, au moment où la demande est faite. Pour d'autres, on peut espérer avoir un peu plus de souplesse, mais D'accord. Donc, est-ce qu'on peut passer au vote sur le plan de financement tel que présenté par Laurence? Qui est pour? Je vous remercie. Et en fait, le dernier plan de financement, comme pour celui qu'a présenté Laurence, on n'est pas dans le cadre de passe relance, on est là dans le cadre de financement, j'allais dire classique, PETR, département, etc. Bon, concernant la salle omnisport, déjà, où en sommes-nous?
la salle omnisport a subi un orage de grêle à la fin juin 2020 et bien, malgré nous, inutilisable depuis. Fort heureusement, et nous n'avons pas eu de grosses demandes d'utilisation. Mais je suis bien furieux de voir comment ça traîne. On a quand même eu l'ESPER qui a été sollicité début juillet par notre assurance, qui a enfin rendu le 5 janvier son rapport à l'assurance. Il a fallu insister maintes et maintes fois, n'est-ce pas Nicolas et Marion? Voilà. Donc, pendant ce temps, nous avons fait d'abord un devis de réparation. Il y a 18 plaques Everite amiantées. Le problème, c'est qu'elle fait une surface de... la salle elle-même fait 1000 mètres carrés et les dépendances un peu plus de 200. Donc, le devis que nous avons pour changer les 18 plaques qui sont à la fois en toiture et sur le pignon aussi, les 18 plaques trouvées, nous avons un devis de quelques 8600 €. Et notre réflexion, c'est de dire, plutôt que de mettre une somme comme ça pour 18 plaques, sachant que demain ou l'été prochain, il peut y avoir un orage qui endommageront les autres plaques à côté, notre souhait serait de changer la totalité de la toiture. Donc, nous avons fait des devis et le devis que nous avons pour l'instant, alors je suis en attente d'un autre qui, je l'espère, sera moins important, mais pour les travaux de dépose, repose et traitement des panneaux amiantés, puisqu'il ne suffit pas de les déposer, mais il faut payer leur traitement en fin de vie. Le devis que nous avons, c'est 127 736,35 €. Je déduis l'énorme indemnisation de l'assurance qui est de 2500 €. Donc le total s'élève à 125 236,35 €. Au niveau des subventions, nous souhaitons avoir une subvention au titre de l'État, au titre du DETR, de 50 000 à 40%, pardon, de 50 095 €. Une subvention de 20% du département pour 25 000 €. La communauté de communes Ouest-Aveyron Communauté 20%, donc pour 25 000 € également. Donc un total de subvention de 100 142 €. Et la part communale serait de 25 094,35 €. Voilà. Donc nous allons déposer ce plan de financement, si vous l'acceptez. Et comme je vous disais, pour celui-ci et celui qu'a présenté Laurence, j'ai rendez-vous mercredi matin avec Madame la sous-préfète. Voilà. Juste rappeler, Gilbert, combien il reste de pourcentage à la commune 20%. 20%, d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vous demande qui est d'accord donc, pour ce plan de financement Salon du Sport. Je vous remercie. Je voulais dire pour vous les élus et pour ceux qui nous écoutaient que si nous arrivons à mener à bien ces dossiers, le financement sur les passes tourisme et passes sociales et solidaires, donc en gros sur le VVF et le camping, devront être faits par un emprunt puisque ce sont des comptes annexes.
et que à la fois les travaux de couverture et désamiantage et recouverture donc de la salle omnisport et des jeux pour un montant de 37 000 euros pourront être pris sur le budget communal et qu'il n'y a aucun souci sur le plan financier, d'autant que cette année, on en reparlera lors de l'examen du budget, mais il y a 2 emprunts qui se terminent, donc la capacité de financement de la part de la commune est assurée, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Ensuite, nous devons parler du... Le prochain point à l'ordre du jour, c'est le lancement des travaux aménagement carrefour de la Solle. Donc nous avons été saisis d'une demande de M. Pierre Tournier, qui a son entreprise aux 4 routes de Mazerolles, que vous connaissez, afin de l'aider dans son projet de développement. Il a pour projet, c'est pas qu'un projet d'ailleurs, puisqu'il a déjà commencé à engager de gros travaux, donc projet de réhabiliter un ancien hangar agricole pour développer son activité basée sur la vente de jus de fruits. Afin d'accéder à ce hangar, il est nécessaire de modifier un carrefour que nous appelons carrefour de la Solle, qui est situé au croisement de la voie communale et de la départementale 47 qui va de Monteil à la Guépie, à gauche du croisement qu'on appelle les 4 routes de Mazerolles. C'est un croisement en pointe au milieu duquel se trouve une croix, pas au milieu de la route, à côté. Ce carrefour est justement actuellement trop en pointe et il est nécessaire de le modifier pour permettre la giration des poids lourds pour accéder au hangar, ce qui leur est impossible aujourd'hui, et tout en améliorant les conditions de sécurité sur ce carrefour. Les services du département ont réalisé à notre demande une étude et nous les en remercions. Et nous avons chiffré le montant de la dépense à quelques 42 000 euros, comprenant la partie acquisition foncière. C'est pas énorme, hein, les acquisitions, c'est quelques 400 mètres carrés au total, mais il y a 3 propriétaires qui ont déjà été prévenus et informés. Donc ensuite le bornage, les travaux de terrassement, assainissement, corps de chaussée et signalisation et les frais notariés. Donc aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est juste l'autorisation d'engagement de ces montants, sachant qu'on discutera plus tard du plan de financement parce que nous n'avons pas tous les éléments. Je vous donne ce montant global et que nous allons aller à la chasse aux subventions, bien entendu, pour pouvoir les réaliser dans les meilleures conditions financières pour la commune. Là, ce que je demande aujourd'hui, c'est bon, d'abord donner l'information sur cette démarche et vous demande en fait l'autorisation de continuer ou d'ouvrir, disons, ce chantier-là pour la commune. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, il faut qu'on procède à un vote. Oui. Ouais. Donc, qui est d'accord pour qu'on s'engage dans cette voie? Très bien, je vous remercie. On arrive presque au bout. Nicolas va nous parler. C'est en principe ce que tu préfères. Donc, décision d'intention d'aliéner sur des immeubles soumis au droit de préemption urbain. Vas-y, Nicolas. Merci, monsieur. À cette séance, 2 DIA vous sont proposées. La première concerne Roque du Pont, exactement 1 rue de l'Espagnier. Je ne sais pas si je peux donner le nom des personnes.
je ne sais pas, c'est toujours un peu délicat. En tout cas, je vous ai à tous transmis l'endroit où ça se situe, pour un bien à 44 520 €. Ouais, ça suffit. Le second, c'est pour un bien se situant 63 place du Faubourg. Je pense qu'il faut que je parle plus fort. Dont la vente se ferait à 100 000 €. Voilà. Je vous ai là aussi envoyé normalement les éléments qui permettent de vous positionner. Et donc sur ces biens-là, je vous propose de ne pas préempter, puisque nous n'avons pas vocation à tout acheter. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Donc qui est d'accord pour ne pas préempter? Je vous remercie. Je dois vous informer, et c'est nouveau, nous n'avons pas fait ça depuis que nous sommes en place à la mairie, d'une décision que j'ai prise en raison des délégations que vous avez confiées au maire, de tout simplement renouveler le bail pour Somnambule, donc qui exploite les bulles à mergieux. Où on en est au niveau de Somnambule, on en a déjà parlé, si ce n'est ici, du moins entre nous. C'est un couple d'exploitants qui exploitent 4 bulles transparentes sur une partie du site de Mergieux, qui font venir plus de 1000 personnes chaque année dans le cadre du développement de leur activité, et qui exploitaient depuis 3 ans déjà cette activité, qui exerçait depuis 3 ans déjà cette activité, et le bail dérogatoire qu'ils avaient arrive à terme au 1er février, et il est question de le renouveler. Et donc nous n'avons j'allais dire pas d'autre possibilité que de le renouveler par un bail commercial de 9 ans. Alors qu'il soit clair que on en a déjà parlé aussi, nous n'avons pas l'intention de conserver cette activité sur le site de Mergieux pendant 9 ans. Nous avons fait et nous sommes en train de réfléchir de leur côté et de notre côté au niveau commune, et nous en avons parlé aussi, la possibilité de leur trouver un autre lieu. Nous en reparlerons, bien entendu. Et donc j'ai pris la décision, donc, après avis bien entendu de mes collègues, de signer avec eux un bail commercial, en fait de renouveler le bail. Et donc le montant de la location est de 5 175 € hors taxe par an. Ils le payent en début trimestriellement et en début de trimestre. Et à cela s'ajoutent bien entendu les charges d'eau, électricité, assainissement, etc. Voilà, le but c'est de conserver cette activité sur la commune, sachant que pendant ce temps, va débuter justement la semaine qui vient, un processus de réflexion sur l'avenir du site de Mergieux, avec un groupe qui a été constitué et avec l'aide de l'ADEFPAT, qui est une association soutenue et portée par la région et le PETR, pour réfléchir à l'avenir du site de Mergieux, mais de ça aussi nous en discuterons. Donc il s'agit juste de vous informer du renouvellement du bail pour Somnambule. Voilà. Oui. En fait, on va faire un renouvellement de bail, donc c'est un bail qui va durer 9 ans. Donc pendant 9 ans, on sera obligé de leur fournir un terrain, c'est ce que ça veut dire en fait. Non.
Non, l'objectif des deux, aussi bien que nous, c'est de trouver une solution, si possible, dans l'année qui vient. Et sachant que ce genre de bail, à la demande avec l'accord des deux parties, peut être rompu n'importe quand. On n'est pas obligé de le faire suivre pendant 9 ans. D'accord. Si les uns les autres le voulaient. Non, parce que moi, fais-moi l'interrogation, je m'excuse, parce que si demain à Mergeux, on décide d'en faire autre chose, ces bulles, je sais que ça pose problème, bon, on en a déjà parlé, donc je ne voudrais pas qu'on se trouve devant un fait accompli et qu'on soit obligé de le mettre quelque part. Donc c'est ma question un peu, voilà, c'était pour ça. Mais surtout, si on ne leur trouve pas un emplacement adéquat et qu'ils ne veulent pas partir et qu'on a un projet sur Mergeux demain. Ouais, c'est ça. Et effectivement, c'est un risque. C'est un risque. Mais leur volonté c'est de ne pas rester là et de s'agrandir. Donc, et notre volonté à nous, c'est d'essayer de leur trouver un autre endroit qui corresponde. Oui, de ne pas rester à Mergeux, ça j'ai bien compris. Oui, oui, c'était. Je rebondis sur les interventions de Claude et de Mathieu. C'est vrai que le bail ne prévoit pas du tout le recasement de cette activité sur un autre terrain. Donc, s'ils arrêtent à Mergeux, ils arrêtent et il n'y a pas d'obligation pour la commune à leur proposer autre chose. Par contre, pour aller dans ton sens, Claude, c'est autant je pense qu'on a affaire à des vrais professionnels qui ont une capacité de communication et qui produisent, qui font une offre extrêmement intéressante. Autant, avec ce type de bail, on prend quand même un risque de voir une activité se pérenniser pour des raisons, parce qu'ils ne trouveront pas autre chose, parce que les autres projets n'aboutiront pas, de voir se pérenniser une activité sur ce site de Mergeux, pour lequel on a quand même une réflexion et des projets globaux. Donc ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on soit, eux et nous, coincés par la formulation de ce bail, qui est un bail commercial et qui peut aller bien au-delà de 9 ans si le preneur ne le dénonce pas. Effectivement, c'est un risque, mais là, nous n'avons pas eu d'autre choix que de faire un bail comme celui-ci. Donc, un bail précaire, ça n'a pas été possible? Pardon? Un bail précaire? Non. Un bail court? Plus court? Non, parce qu'il y avait déjà eu un bail commercial dérogatoire. Oui. Commercial dérogatoire, et à la suite d'un bail dérogatoire, on ne peut faire que celui-là. C'est le type de bail précédent qui empêche d'autres signatures. Voilà. Donc, Claude, tu voulais poser une question concernant le... Oui, donc c'était par rapport à cette fameuse maison de soins. Ça fait un petit moment qu'on discute de l'emplacement pour qu'ils puissent mettre leur nom dessus, parce que c'est une obligation pour eux. Donc je voudrais savoir ce que ça en était, parce qu'il y a eu un petit support déposé qui ne ressemble pas à grand-chose. Donc est-ce que c'est provisoire? Est-ce que c'est une attente de mettre quelque chose de mieux? Enfin voilà, c'est un peu ma question. Ce petit panneau qui a été posé, il est provisoire. D'accord. Parce que le but, c'est de mettre un totem sur la plaque en béton, là où il y avait les poubelles, je pense, autrefois. Et de mettre un totem bien en avant, pour que ça soit vu bien comme il faut. Voilà, très bien. Donc j'ai demandé qu'on mette cette plaque sur laquelle... Alors, peut-être elle n'est pas assez grande, c'est Michou qui l'a fait, je ne sais pas. Pas assez grande, puis ça ne correspond pas, parce qu'il faut qu'il colle et ça ne va pas. Mais bon, ils peuvent coller dessus, ça se décolle, hein, c'est pas un problème. Non, mais d'accord, voilà, c'était la question. Voilà. Ça se décolle, ça je sais faire. Moi je sais réparer les bétonnières, tu vois, c'est la même chose. Je vous remercie pour votre écoute et votre participation et je clôture la séance. Merci, bonne soirée. Merci.